Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, mais beaucoup plus léger que la pandémie de coronavirus. Les deux rendez-vous politiques les plus importants de Chine, la session de l'Assemblée populaire nationale et celle de la conférence consultative politique du peuple chinois, plus connue sous le nom de deux sessions, ont été repoussées à cause de l'épidémie de coronavirus. Tous les Chinois connaissent ces sessions très importantes pour le pays, mais ce n'est pas le cas des étrangers qui ne sont pas très familiers avec le système politique chinois. Alors aujourd'hui, nous allons en discuter avec mon invité que vous connaissez très bien, M. Ting Yifan, économiste, mais aussi professeur de sciences politiques, formé d'ailleurs en France à Sciences Po à Bordeaux. Il est un docteur de sciences politiques français. Voilà. Bon, bonjour et merci, M. Ting Yifan, d'avoir accepté mon invitation. Les deux sessions ont été reportées de 2 mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Alors, est-ce que c'est encore un risque d'organiser des réunions de cette ampleur aujourd'hui? Y a-t-il un risque d'une nouvelle vague de cette infection dans notre pays? Non, il n'y a aucun risque parce que, en fait, ce genre de l'Assemblée nationale populaire, c'est un événement très important. Puis, les députés, maintenant, sont examinés. Donc, il y a, en fait, tous les Chinois ont un code, une espèce de code qui atteste votre voyage récent pendant un certain nombre de jours, etc. Il faut aussi savoir votre état de santé. Votre état de santé, votre itinéraire, votre parcours dans les jours derniers, etc. On peut savoir exactement s'il y a un risque ou pas. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun risque. Mais chaque jour, il y a encore de nouveaux cas de contamination, mais ces cas, de l'étranger d'ailleurs. Ces cas sont dépistés. Et on sait exactement d'où ils viennent. Et individuellement, ils sont confinés. Ils sont confinés et ils sont mis en quarantaine, etc. Ça limite la propagation. Et tous les jours, il y a 1-2 cas de contamination, mais ce sont des cas d'importation. C'est-à-dire, on sait très bien d'où ils viennent, pourquoi il a été, où il a pu être infecté, etc., etc. Tout cela est sous le contrôle. Donc, au moment de l'Assemblée nationale, les députés sont examinés, etc. Il n'y a pas de problème, aucun problème en ce qui concerne le risque de l'éclatement d'une épidémie ou d'une contagion. De la deuxième vague. Non, c'est impossible. D'accord. OK. Bon, la question de coronavirus sera-t-elle abordée lors des deux sessions de cette année? Y aura-t-il une enquête pour déterminer les responsabilités administratives de certains politiciens dans l'explosion de l'épidémie de coronavirus? Les tenants et aboutissants de cette épidémie seront-ils exposés à deux sessions? Je pense que d'une certaine manière, oui. Il y aurait certainement, puisque c'est un événement tellement important en Chine et à travers le monde, qui a encore des impacts sur l'économie chinoise. Parce que comme le monde est toujours traumatisé par cette épidémie, et la Chine ne peut pas exporter comme elle entend vers les pays sinistrés. Donc, dans ce cas-là, la Chine est profondément impliquée encore par la propagation de ce coronavirus. Et dans cette optique, je pense que les députés vont continuer à débattre le sujet. Et en fait, les responsables de l'éclatement de l'épidémie à Wuhan et dans le Hubei ont été sanctionnés. Ont été sanctionnés, etc., etc. On va continuer à débattre sur le sujet.
ainsi que le marché, par exemple, des animaux vivants, etc. Tout cela sera débuté par les députés pour savoir si l'homme doit garder une certaine distance avec le monde des animaux. Parce que dernièrement, la transmission des virus par les animaux ont fait leur apparition un peu partout. En 2009, il y avait une espèce de grippe qui était partie à partir du porc. H1N1, c'est ça? Oui, c'était éclaté aux États-Unis. C'est parti à travers le monde, contaminé beaucoup de personnes, etc. Ça aussi. Donc, entre le monde humain et le monde des animaux, qu'il faut garder un peu plus de distance, etc., etc. Tout cela sera débattu, je pense, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Donc c'est un grand sujet, la pandémie oui, du coronavirus. Et bien toutes les questions affiliées. Non seulement cette pandémie, mais toutes les questions affiliées plus ou moins à cette épidémie. C'est-à-dire le virus, le traitement du virus, la propagation du virus, les relations entre l'homme et l'animal, etc. Tout sera débattu. Et est-ce qu'on va peut-être discuter, adopter certaines lois concernant la pandémie de coronavirus? Je ne crois pas, parce que finalement, c'est difficile. Par exemple, quand vous avez dit tout à l'heure concernant les relations entre l'homme et l'animal, est-ce que... Oui, mais nous avons déjà promulgué une loi de protection contre les animaux sauvages. Ça c'est publié. Ça, c'est publié. Cette fois-ci, il pourrait y avoir des clauses de modification, d'amendement à cette loi. C'est possible. Mais la loi est déjà là. La loi a été faite. Était déjà fait. Pour la protection des animaux sauvages. Donc, c'est déjà une barrière législative entre l'homme et l'animal. C'est déjà fait. Mais seulement comment faire appliquer cette loi et le contenu réel de la protection. Tout cela sera à nouveau discuté cette fois-ci aussi. D'accord. Bon, une question concernant les deux sessions elles-mêmes. Si on vote des lois durant ces deux sessions, alors cela veut dire, est-ce que le rôle de ces deux sessions ressemble par exemple, un Parlement occidental? Alors si oui, si aussi ce sont des rassemblés pour adopter des lois, pour voter des lois, pourquoi on ne fait pas un Parlement en permanence, comme dans les pays occidentaux? En fait, dans le système chinois, il y a des similitudes, bien sûr, mais aussi des différences. Il ne faut pas oublier que finalement, le système de l'Assemblée nationale populaire, de la conférence consultative politique, ce sont des institutions législatives. Au sens que la législation, les lois sont faites par ces institutions, montrent que finalement, c'est aussi une institution démocratique. Dans ce sens-là, oui, il y a beaucoup de similitudes. Il y a même des relations officielles entre l'Assemblée nationale populaire et les parlements étrangers. Comme le Parlement français a des relations officielles avec l'Assemblée nationale populaire de Chine, etc., etc. Tout cela, ce sont des relations parlementaires. C'est un Parlement. Il y a une grande différence, c'est que souvent, avec l'exaltation de politique intérieure dans ces pays-là, il y a une tendance de clivage politique qui l'emporte sur le sujet. C'est-à-dire que... les gauches votent des lois pour les gauches. Oui, c'est ça. Favorables à les gauches et la droite aussi. Il y a une telle démarcation politique dans ces pays-là que finalement, le passage d'une loi est souvent le lieu de disputes. De disputes idéologiques, de disputes politiques, etc., etc. Tandis qu'en Chine, non, l'adoption d'une loi est prise en considération par les députés en fonction de l'intérêt général, en fonction de l'intérêt étatique, etc., etc.
Donc, bien sûr, il y a des débats, etc. Mais les débats ne concernent pas des partis politiques. Bien sûr, au sein même de l'Assemblée nationale populaire, il n'y a pas que des représentants du Parti communiste. Il y a aussi des représentants d'autres partis politiques. Parce qu'à part le Parti communiste, il y a encore 8 petits partis politiques en Chine. Et ces partis politiques ont aussi leurs représentants à l'Assemblée nationale populaire. Donc il y a des débats. Mais le débat tourne toujours autour des thèmes, autour des sujets très importants. On peut avoir des différences de vues, mais l'adoption d'une loi est un processus très long, en Chine aussi. Après plusieurs tours de débats, de discussions, parfois très professionnels, on arrive aussi à l'adoption d'une nouvelle loi. Ça a été toujours ça. Alors, nous savons tous que les députés parlementaires occidentaux sont élus. Est-ce que les représentants de l'Assemblée populaire de Chine sont élus, elles aussi? Oui, oui, oui. Les députés, les représentants de l'Assemblée nationale populaire sont élus par province. Donc, ils sont représentants par province. Et souvent, nous avons ce qu'on appelle la conférence consultative politique, qui rappelle un peu le Sénat dans les autres pays, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. Mais l'Assemblée nationale populaire, en Chine, propose des lois, contrairement au Sénat en France ou aux États-Unis. Souvent, au Sénat et aux États-Unis, le Sénat est considéré comme un cadenas qui ratifie ou pas les lois promulguées par l'Assemblée nationale. Donc, il y a cette différence, tandis qu'en Chine, c'est souvent le contraire. C'est souvent la conférence consultative politique qui propose des projets de loi et les lois sont discutées par la suite par l'Assemblée nationale populaire. Pourquoi? Parce que la conférence consultative politique est souvent représentant des professions, professionnelles. Donc, les professionnels sont censés connaître plus en détail des situations réelles. Les représentants professionnels font des propositions en fonction des problèmes concrets qu'ils découvrent, qu'ils constatent dans la vie quotidienne. Et ils font des propositions de modifications, de réformes, etc. Puis, voilà. Les projets de loi seront débattus à l'Assemblée nationale par les députés. Donc, le professionnel propose, oui, la population, représentant de la population adopte. Oui, ben, comme il y a beaucoup, parce que le nombre de représentants de l'Assemblée nationale est plus de 3000. Donc il serait difficile de les réunir constamment, tout le temps, à Pékin. C'est pour ça que ça a été toujours une coutume de les réunir une fois par an, et pendant à peu près 2 ou 3 semaines, donc, pour débattre sur les grands problèmes, mais en dehors de ces grands débats, il y a une institution permanente. Ça s'appelle le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. C'est combien de personnes? Il y a à peu près entre 200 et 300 personnes, je ne me souviens plus, à peu près. C'est-à-dire 10% C'est ça, 10% de la totalité des représentants constitue un comité permanent. Le comité permanent est permanent, comme son nom l'indique, il est toujours là. Il débat, il fait suivre le débat. Et il prépare quelquefois des projets de loi, etc., etc. Mais l'adoption de la loi est toujours la session plénière, donc avec plus de 3000 représentants, 3000 députés. Donc les représentants ne sont pas professionnels. Ce sont ils ont des professions oui, un peu différentes. Ils ont une subvention, bien sûr. Ils ont une subvention de l'État, etc., mais ils sont professionnels. Les subventions est de loin de pouvoir couvrir leurs dépenses, etc. Ce n'est pas un salaire. Ce sont des subventions, etc., etc. Mais en tout, ils ont leur profession. Nous avons pris des mesures de faire en sorte que les députés ne soient pas professionnels et que finalement, il faut que le représentant soit resté toujours parmi la population pour
servir de pont entre Entre- l'exécutif, donc le gouvernement qui donne des directives administratives, etc., et la réaction de la population. C'est-à-dire gouvernant et gouverné. C'est ça. Mais Relation entre le les gouvernement et le représentants sont des représentants de gouverner. Donc ils sont un peu partout dans la population, parmi la population. Ils assument leur profession. Tout à l'heure, vous avez parlé de partis, surtout en Chine, vous avez dit très bien que le Parti communiste chinois est le parti le plus important, avec d'autres petits partis. Alors, quelle est la relation entre les deux sections et le Parti communiste chinois au pouvoir? Justement, est-ce que le PCC, Parti communiste chinois, qui dirige les deux sections, ou bien les deux sections ont-elles un pouvoir sur le Parti communiste chinois? Bon, c'est une séparation de pouvoir à la chinoise. À la chinoise. Oui, c'est une séparation de pouvoir à la chinoise. Le Parti communiste chinois joue un rôle important dans la détermination des grandes orientations de développement du pays. Mais le Parti communiste n'est qu'un parti au pouvoir. Comme en France, maintenant, c'est la République en marche qui est au pouvoir. Donc, c'est le parti au pouvoir. Et en Chine, c'est le Parti communiste qui est au pouvoir. Seulement, la différence, c'est que le Parti communiste chinois est au pouvoir depuis plus de 70 ans. Donc, c'est ça la différence, avec une petite exception au début de la révolution culturelle. Et à ce moment-là, c'était le chaos social total. Donc, il y avait plus, c'était l'anarchie, parce qu'il n'y avait plus de gouvernement, plus de partis, tout était complètement démoli. Donc, à part cette courte période en Chine, pendant ces 70 ans, le Parti communiste chinois a été toujours le parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir ne gouverne pas directement. Non. Le parti donne des grandes orientations, etc. Ce sont à la fois l'Assemblée nationale populaire qui promulgue, qui adopte des lois, qui promulgue des lois, etc. Et c'est l'exécutif, c'est le gouvernement qui fait exécuter des lois, des directives, des directives administratives, etc. Et le parti doit respecter, elle aussi, les lois promulguées par l'Assemblée. Bien sûr, la loi, une fois promulguée, elle reste nationale. Elle reste nationale et le parti n'est pas en dessous de la loi. Le parti politique, le parti communiste doit obéir aussi. Les lois adoptées par l'Assemblée nationale. Mais par contre, le Parti communiste peut exercer des influences, comme les partis politiques partout dans le monde. Les partis politiques communistes exercent une influence sur le processus de la promulgation de lois. C'est aussi, il faut pas nier la réalité. La réalité est que quelquefois, le Parti communiste, le comité, quand on dit le Parti communiste chinois, ce n'est pas un terme abstrait, c'est le comité central du parti, c'est le comité permanent du comité central du parti qui exerce. Mais c'est une décision collégiale. C'est une décision collégiale du comité permanent, du comité central du parti, qui, s'il y a une idée sur l'orientation législative, elle exerce une influence sur l'Assemblée nationale pour essayer de faire adopter une loi en faveur de certaines règles. Et la formation de gouvernement, quelle est la relation entre le gouvernement et l'Assemblée? C'est un peu comme dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que les ministres, le cabinet responsable devant l'Assemblée nationale populaire, chaque année, comme maintenant à la session plénière, les ministres sont appelés à témoigner devant l'Assemblée nationale populaire, à faire le bilan de son travail pendant l'année, etc., devant l'Assemblée nationale. Surtout pour des projets de loi concernant certains domaines dont les ministres sont responsables, ils doivent aller expliquer aussi
devant les représentants, devant les députés, le contenu de la loi et l'application de ces lois, etc. Donc, finalement, ce qui se passe en Chine, c'est aussi la responsabilité assumée par le pouvoir exécutif devant l'Assemblée nationale populaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'élection des représentants. Comme les députés en Occident, les représentants en Chine sont élus au niveau provincial. Au niveau provincial. Et les députés, comme par exemple un député français a un indemnité très important. Est-ce qu'un représentant chinois a un revenu important aussi? Non, 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 parce que dans le monde occidental, ou en France ou dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, ça s'appelle l'indemnité, ce n'est pas le salaire. L'indemnité est très généreuse et très élevée parce que ces députés sont censés incorruptibles s'ils avaient une indemnité généreuse. Oui. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Parce qu'on sait très bien que dans tous ces pays occidentaux, en dépit de cette indemnité généreuse accréditée par le gouvernement aux représentants, aux élus, etc., des cas de corruption sont généralisés. Il y a même des canaux pour essayer, en fait, il ne faut pas cacher la réalité, pour corrompre les représentants. Et ces institutions, ces canaux sont appelés en anglais lobby. Lobby est une façon de parler, de corrompre, d'acheter directement les députés. Alors, avec un indemnité important, ils sont encore corruptibles. Les représentants chinois, alors? Les représentants chinois n'ont pas ce privilège parce qu'ils n'ont pas de salaire. Voilà. Non, ils ont leur salaire dû à leur travail, etc. Dû à leur profession. Oui, qui n'a rien à voir avec ça, mais ils ont une petite subvention de l'État pour leurs activités, pour leur transport, etc. Mais c'est toujours très limité. Ça n'a rien à voir avec cette indemnité aux députés dans les pays occidentaux. Ça n'a rien à voir. Mais les représentants chinois ont aussi un pouvoir de contrôle et de supervision très important. Donc, les fonctionnaires à tous les échelons, au niveau provincial, district, etc., font beaucoup attention à l'importance de ces représentants, parce que ces représentants peuvent intervenir au niveau national, qui aurait des impacts par la suite. Oui. Donc, il faut beaucoup attention à ces représentants en Chine. Donc, et comme tout le monde sait que les députés occidentaux ont un mandat, est-ce que les représentants chinois ont un mandat aussi? Une fois élu, c'est pour combien de temps? En fait, le mandat chinois est de 5 ans. 5 ans. Le mandat chinois de l'Assemblée nationale populaire est de 5 ans. Mais en plus de ça, il y a une règle. C'est qu'on ne peut pas assumer plus de 3 mandats. On ne peut pas assumer plus de 3 mandats. Et dans cette optique-là, en Chine, il y a une alternance des représentants, etc. Même si vous êtes très bien accueillis à l'Assemblée nationale populaire. Au bout de 3 mandats, on ne peut plus être élu. On ne peut pas aller au-delà de 3 mandats. Donc c'est fini. Il faut laisser de la place un peu aux autres. Personne n'est indispensable de ce point de vue. Alors, est-ce que les 2 sessions, le système de politique des 2 sessions est unique dans le monde? Est-ce qu'il y a des pays qui possèdent un système un peu similaire? Par exemple, dans l'Union soviétique auparavant, non. Dans l'ex-Union soviétique ou au pays de l'Est? Non, il n'y a pas vraiment de système complètement identique.
C'est unique dans le monde, alors. Oui, par exemple, la conférence consultative politique est une institution héritée un peu de l'histoire. Même sous le Kuomintang, lors de la courte période de la République de Chine, pas la République populaire. C'était avant 49, avant le communiste arrive au pouvoir. C'est-à-dire de 1912. Mais on sait très bien que de 1912 à 1949, il y a eu formellement un gouvernement, mais le gouvernement n'a pas d'autorité sur tout le pays. Le gouvernement de la République de Chine a été créé en 1912 et il a été à peu près établi dans les années 1920. Dans des années 1920 et 1949, il y avait cette conférence consultative politique qui réunissait les notables politiques du pays, donc les représentants professionnels, etc. Et le Parti communiste a repris cette vieille institution héritée de la République de Chine pour en créer une partie de ces institutions politiques. Donc c'est unique dans le monde, mais ce n'est pas seulement le Parti communiste chinois qui fait Kuomintang aussi, à Taïwan aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais l'Assemblée nationale populaire ressemble un peu au système soviétique. Mais nous avons aussi introduit des éléments de parlement occidental aussi. D'accord. Donc c'est un système un peu hybride. Il faut reconnaître que c'est un système hybride. Nous avons introduit des éléments nécessaires, utiles dans notre institution politique en Chine. Bon, comme vous le savez, le monde, la Chine est sortie de la pandémie de coronavirus. Le monde n'est pas encore sorti, mais commence le déconfinement. Alors, à ce moment, les 2 sessions ouvrent ses portes. Quels seront les grands termes de cette année alors? Je suppose que le rétablissement de l'économie chinoise sera abordé. Est-ce que... Il y a quelque chose de plus important que le court terme. Le court terme, c'est la lutte contre l'épidémie, contre l'épidémie dans tous les sens. Il n'y a pas que la lutte sanitaire. Il y a d'abord la lutte sanitaire pour prévenir la population de la propagation du virus, pour protéger la santé de la population. Mais par la suite, il faut réanimer l'économie. Il faut faire en sorte que l'économie chinoise ou le développement de la Chine ne soit pas empêché par la propagation du virus. Et on a vu déjà depuis la fin de mars, il y a un rebond de l'économie chinoise. En avril et mai, les activités sont retenues normales, pratiquement à 100%. Il n'y a pas de problème, on commence à travailler un peu plus. Mais notre marché d'exportation est en train de se réduire sensiblement. Et à ce moment-là, donc il faut faire revigoriser le marché intérieur. La Chine est en train d'élargir, par exemple, cette année, l'investissement public. L'investissement public pour donner un peu plus d'élan à la croissance chinoise. Non, en fait, c'était une théorie keynésienne acceptée et généralisée après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il y a une crise, lorsque la demande privée n'est pas suffisante sur le marché, il faut que le pouvoir public intervienne sur le marché pour élargir la demande publique. Merci beaucoup. C'est un point, je crois, très important. Merci à Ding Yifan, merci pour vos explications très claires, très lucides et surtout très intéressantes, pas seulement pour nous, les Chinois, mais aussi pour les pays occidentaux. Voilà, merci pour votre patience aussi et à la prochaine.